Bonjour à tous, Parc et Jardin d'Azay-Ferron, épisode 2, c'est parti. Je vous rappelle, donc nous allons prendre la suite de l'épisode 1 que j'ai fait récemment. On repart effectivement sur la notion d'un patrimoine à redécouvrir. L'épisode 2 va traiter d'un ensemble du paysager au régulier de 1927 à nos jours. Je rappelle quand même pour mémoire le plan du parc d'Azay-Ferron qui a été dressé par les frères Buller en 1856 à la demande de M. Luzarche qui était propriétaire du château à cette période et qui a succédé donc à un ensemble de propriétaires qui ont beaucoup transformé le château que vous avez ici en bas de l'image. Le château est orienté nord-sud et vous avez donc différents bâtiments de période du 15e, 16e, 17e, 18e qui s'organisent sur une façade en longueur et qui regardent donc vers le parc. Vous avez ici une vue générale du parc et des jardins qui couvre 17 hectares intramuros et la grande perspective qui est axée sur la tour 15e que l'on voit ici, cette grande perspective, ce grand axe, mesure un peu plus d'1 km 500 de long. Les chiffres de couleur indiquent les apports apportés aux différentes périodes. En rouge, ce sont les éléments du 18e, c'est-à-dire donc la construction du château, le double alignement de tilleuls à l'est, la zone du réservoir ici et la grande perspective qui se termine ici, qui se prolonge au-delà d'une petite pièce d'eau. Les éléments du 19e siècle sont marqués en bleu, avec le parc paysager qui a été entièrement remodelé par les Buller, comme je vous l'ai montré sur le plan précédent. La mise en place d'un bélier hydraulique qui permettait donc d'utiliser l'eau de la rivière qui passe ici et le faire monter dans le château. Et ensuite, les éléments du XXe siècle, c'est-à-dire le parterre de broderie, et les différents aménagements du nouveau potager, les nouvelles allées de tilleuls ou de cèdres qui vont remplacer les accès anciens. Là, c'est une vue générale des éléments qui s'emboîtent les uns dans les autres, c'est-à-dire la façade du château orientée au sud et le parc paysager tel qu'il se développe vers les confins du parc au sud. Selon la tradition familiale, les orangers en bac que vous voyez ici auraient été offerts à Marc Luzarche d'Azay à l'occasion de ses fiançailles en 1896 avec Georges Hersan. Georges Hersan va être grand homme qui va apporter des transformations très profondes à la physionomie d'Azay, aussi bien du point de vue de l'architecture que des jardins. Georges Hersan était ingénieur civil, son activité était spécialisée, orientée spécialement vers la construction des ports et les canaux. Et dans la propriété familiale de ses parents à Urville-Nacqueville, il avait créé aussi tout un réseau hydraulique qui traverse le parc. Cette expérience et cette maîtrise des systèmes hydrauliques vont évidemment lui être très utiles pour Azay-le-Ferron. Georges Hersan, mort de son beau-père en 1914, Georges Hersan va racheter la propriété à sa femme et il va entreprendre des réalisations très importantes à partir de 1925. Et vous avez ici sur les deux vues, vous avez une vue prise du temps des Luzarches, avec un reste des dispositions mises en place par les Buller, et à droite, le château tel qu'il se présente aujourd'hui, avec la tour 15e qui est ici, et l'emboîtement, l'enchaînement des pavillons de différentes périodes, 17, 16, 18. La photo est prise en hiver, donc elle n'est pas très éloquente, évidemment, du point de vue du fleurissement, mais on voit que, on sait, d'après le plan que je vous ai montré, les Buller avaient mis en place tout un ensemble de massifs, de corbeilles, d'annuels, qui accompagnaient l'architecture du château, soit aux abords des bâtiments, soit même enserrant les bâtiments. Donc ça, c'est une vue qui est assez éloquente, puisqu'on peut faire on verra la différence ensuite. Là, c'est une vue panoramique, donc on a une meilleure idée de l'espace représenté et utilisé, remodelé par les frères Buller, avec justement ces pelouses arrondies de forme souple qui se développent devant la façade sud du château. Et ici, une vue aussi qui prend également en compte l'aile Singer, qui est l'aile des communs, qui était donc utilisée pour les besoins vivriers de la propriété, mais également c'est dans cette aile
que l'on trouvait les écuries et le chenil, tous les éléments nécessaires à cette activité synégétique se trouvaient dans ce pavillon qui est donc un pavillon de commun. Le pavillon qui est ici, qu'on appelle le pavillon Singer, était percé, comme vous le voyez. En fait, c'est un porche à travers lequel on passait en voiture, puisque l'accès carrossable au château ne se faisait pas par le sud, c'est-à-dire par l'entrée côté village, mais par la route de Preuilly qui se développe à l'ouest. Et donc, ça permettait d'accéder dans la cour du château. Là, vous avez juxtaposé à gauche et à droite deux états successifs du château, ou en tout cas de la cour qui se développe au sud. Ici, vous voyez donc, on devine par un léger bombé les massifs de fleurs, les massifs mis en place conformément au plan Buller. On sent aussi également devant la tour et on voit que cet espace est ouvert. On pouvait passer et sortir du château par un grand portail qui permettait d'accéder à la place du village, l'église paroissiale étant située ici. Et à partir de 1927, Georges Hersan va totalement remodeler cet espace qui était appelé auparavant la cour verte, qui était fermée ici entre la tour Frottier et le pavillon Singer qui se trouve ici. Cette cour verte était fermée par une balustrade surmontée d'une grille probablement. Cet élément était resté jusqu'au remodelage par les frères Buller. Georges Hersan va changer également la physionomie avec ses allées qui sont au contour souple et arrondi pour établir un parterre de broderie rectiligne que l'on verra mieux tout à l'heure sur d'autres photos, avec des éléments de taupière d'ifs taillés, des coussins, des pyramides et donc un dessin inspiré probablement des dessins d'Androuet du Cerceau, donc un dessin début XVIIe. Le suivi des travaux a été fait par les frères Fournier, Alexandre et Pierre Fournier, qui étaient donc des architectes établis à Loches et qui vont assurer le suivi des travaux avec des séries de plans. Il y a donc 19 plans hebdomadaires qui sont dressés entre mars 1927 et février 1928. Donc un travail extrêmement bien suivi et bien élaboré. Donc voilà ici une vue parterre de broderie tel qu'il se présente aujourd'hui, avec justement donc le pavillon Singer sur le côté, dont je vais reparler après, les parterres de broderie qui se développent sur la façade sud du château, un boulingrin ici et ensuite un grand espace fauché qui ouvre la vue. C'est un cône de vue intéressant sur le parc remodelé par les Buller avec la mise en place de ces bosquets à la fois de résineux et de feuillus d'une grande présence et qui donne un sentiment de grande ampleur et de grand équilibre. Ici, vous avez à gauche une photo ancienne qui montre, donc qui a été faite probablement rapidement après l'établissement, après la mise en place des parterres de broderie, et à droite, les parterres de broderie aujourd'hui. La photo a été prise en hiver, comme vous le voyez, donc évidemment, ça n'est pas très coloré. Mais ce qui est intéressant quand on compare les deux photos, c'est qu'on voit que si le dessin, le tracé des broderies elles-mêmes n'ont pas vraiment changé, n'ont pas été modifiées, en revanche, ce qui n'existe plus dans l'état actuel, c'est ce contraste, un fond sablé avec un fond probablement en herbe tondue, qui permettait de donner un volume et un relief qui n'existe plus, qui est beaucoup plus sec ici. Les taupières ont également beaucoup trop grossi et elles écrasent ces formes en if taillées en pyramide, écrasent en quelque sorte ce dessin qui est assez élégant et assez léger. Et puis à l'arrière, vous aviez le boulingrin qui était avec un passe-pied au centre qui permettait également d'alléger aussi les formes. Donc les formes au départ étaient quand même plus légères et plus élégantes. Les dispositions actuelles ont un peu modifié l'échelle et la perception de l'espace, et notamment ici avec des toupies qui ont succédé à la taille des ifs en pyramide. Il y a une autre modification qui va être apportée par Georges Hersan, c'est la création de cette galerie ici, qui s'appuie sur la tour Frottier et qui est destinée à rejoindre les deux ensembles de bâtiments, à la fois le corps de logis principal et le pavillon Singer, l'aile Singer.
qui va être transformé, qui va passer du pavillon de bâtiment de commun à un bâtiment d'habitation. Et donc, à partir des années 30, c'est également l'architecte Fournier qui va construire cette galerie qui est inspirée de la galerie du château de Valençay, qui n'est pas située très très loin d'Azay-le-Ferron, on est toujours dans le même département de l'Indre. Voilà l'aspect qu'avait la cour verte avant à la fois les transformations apportées par les Buller à la demande des Lusarches, donc cette cour qui était fermée par une balustrade ou par une palissade, enfin dont on ne connaît pas exactement la nature ni le matériau, et au fond, entre la tour Frottier et l'aile Singer, l'aile des communs, également, l'espace était fermé. Alors, il est probable que la galerie mise en place par Georges Hersan lui ait été inspirée ou suggérée par ce dessin, car la grande force d'Azay, la grande chance d'Azay, c'est d'avoir conservé des archives très, très, très riches, très, très complètes, qui marquent vraiment l'évolution du domaine, des constructions et surtout l'évolution du parc et des jardins depuis le XVIIIe siècle, puisque tout était resté en place et chaque propriétaire, à chaque fois, a pu voir justement ce qui avait été fait aux périodes précédentes. Là, c'est le plan qui montre le projet d'aménagement du château vers 1930. Non seulement le château avec les pièces ici, puisque c'est le rez-de-chaussée qui est montré, mais on voit bien donc justement la construction de la galerie. On voit qu'on a aménagé un passage qui permet de passer donc derrière la tour, non pas dans la tour, mais à l'extérieur de la tour, puisqu'elle est doublée par cette espèce de passage, qui permet de passer dans la galerie, et de la galerie, on entrait donc à pied sec, et même s'il faisait mauvais, s'il pleuvait ou s'il neigeait, on pouvait passer directement du château à l'aile Singer, qui va être transformée, donc, comme je disais, en aile d'habitation. Et puis, vous avez ici le dessin, ou l'emprise en tout cas, du parterre de broderie, et à l'arrière, la cour des communs, la cour de ferme. Donc, vous avez ici, en gros plan, la galerie construite à partir vers 1930, et ici, l'espace tel qu'il se présentait avant la construction de la galerie. Vous voyez que sont restées en place ici les corbeilles d'annuels mises en place par les Buller, qui saignaient également, enfin qui suivaient le long de l'aile Singer de ce côté-là. Alors, les chiots sont évidemment pour rappeler la présence des chiens très importante à Azay-le-Ferron, puisque les chiens de la meute donnaient souvent naissance à des chiots qui faisaient vraiment partie un peu de la vie quotidienne de la famille. On voit à nouveau ici donc les chiots. Il s'agit d'une des filles Lusarches, soit Marthe, soit Marguerite. Marthe qui devait devenir Madame Mersan. Et on voit bien justement, si on compare les deux photos, l'évolution du bâtiment de l'aile Singer. L'aile Singer ici, avant les travaux de Georges Hersan, et ici, l'état actuel. Donc, on passait par ici, on entrait dans la cour par cette ouverture. Vous voyez également que les ouvertures qui donnaient de plein pied sur la cour ont été transformées par la suite en des fenêtres, enfin des baies, avec des vitrages beaucoup plus soignés que précédemment. Ce séquoia également avait été mis en place par les Buller. Il va être supprimé en 1925, comme me l'avait indiqué un habitant d'Azay qui avait assisté dans sa jeunesse à l'abattage de l'arbre pour justement laisser un espace libre. Ici, vous avez un autre plan, une autre vue générale vers 1930 qui montre à la fois l'implantation du château, avec l'établissement de la galerie, le pavillon Singer, l'aménagement des communs avec la cour des communs, et puis surtout la nouveauté, c'est ce jardin régulier qui ne sera pas un jardin potager, mais un jardin fleuriste, un jardin d'agrément, comme on va le voir tout à l'heure, et puis l'implantation, la mise en place de ce petit jardin régulier que l'on va voir après. Donc là, vous avez une vue aérienne qui montre bien justement l'évolution de la partie ouest des bâtiments. Ici, vous avez donc on surplombe l'aile Singer. Je rappelle que le château se situe à peu près ici. Donc l'aile Singer. Et puis ici, cette grande allée, qui est donc l'allée principale qui longe désormais protégée, c'est ce qui restait de l'accès principal par la route de Preuilly qui permettait d'entrer donc dans l'espace du château. Donc vous voyez que tout cet espace a été entièrement modifié pour en faire un jardin d'agrément, puisque là, on est, si vous vous souvenez, dans ce qu'on avait vu dans le module 1,
où il y a eu au XVIIIe siècle et également au tout début du XIXe siècle, puisqu'on voyait sur le plan vacant l'établissement d'un grand jardin potager qui était probablement aussi une pépinière et un espace de culture de vignes. Alors ça, c'est un peu anecdotique, mais c'est aussi intéressant parce que ça donne un peu de vie et d'épaisseur humaine, enfin, à l'histoire d'Azé. C'est un courrier de la maison Villemorin qui répond à Monsieur Dubois, qui est le régisseur d'Azé. Monsieur Dubois demandait de la part de Madame Mersan qu'on trouve un jardinier justement pour Madame Mersan, pour le château. Et donc il répond, dès qu'il se présentera un ménage consentant à aller dans l'Indre, déjà on peut admirer le terme consentant, à aller dans l'Indre, la maison s'empressera de lui donner votre adresse. Nous supposons qu'il s'agit d'un ménage. Si vous préfériez un célibataire, veuillez nous le faire savoir. Voilà. Et là, donc, c'est un courrier du 4 janvier 1929 qui explique les plantations à faire, apporter des sapinettes dans le massif du Bourg, le long, derrière les magnolias, ajouter sapinettes, c'est-à-dire des genévriers, et des sapins de Nordmann. Enfin voilà, donc ce sont des conseils de plantation pour soit densifier certaines parties, soit remplacer peut-être des espèces qui n'étaient peut-être pas bien développées. Et là, ici, ce qui est intéressant à droite, c'est le tracé des nouvelles allées, puisque comme on va le voir, l'accès est maintenant changé et qu'auparavant, on accédait au potager, ou en tout cas au côté du château, par une allée de noyers. Et donc, Georges Hersan va faire mettre en place une allée de cèdres. Voilà, donc on arrivait auparavant du temps des Lusarches et jusqu'à la reprise du domaine par Georges Hersan, aidé au château par cette allée qui était le prolongement de la route de Preuilly qui venait de l'ouest de la propriété. On traversait le pavillon Singer et à ce moment-là, on arrivait soit dans la cour verte avant les travaux d'Uller, soit dans l'espace à proximité du château. Voilà maintenant comment comment le jardin et les espaces végétaux se présentent. Et donc, il a fallu, bien entendu, il y avait une pente douce qui permettait de descendre progressivement vers le pavillon Singer et on va être obligé d'aménager, de pratiquer des séries de paliers pour récupérer justement la pente. Et là, vous avez une vue aérienne, enfin vue du haut du pavillon Singer, qui montre bien l'implantation de ces nouveaux jardins d'ornement que les Hersans vont mettre en place avec justement cet ensemble de taupières tout à fait original, tout à fait particulier et assez exceptionnel qui ont été mis en place dans les années entre 20 et 30. Et puis le jardin de Madame Hersan, le jardin régulier, jardin fleuriste de Madame Hersan qu'on va revoir tout à l'heure. Et puis à l'arrière, le potager qui était en fait un potager ornemental. Le potager vivrier se trouvait ici, derrière un mur, et ici, l'ancienne orangerie. Alors voilà ce jardin de taupières tel qu'il se présente aujourd'hui, puisque la fermeture du porche de l'aile Singer a permis la création de nouveaux jardins, dont ce jardin de taupières, avec une collection particulièrement originale de formes inspirées des jardins anglais de l'époque Queen Anne du XVIIe siècle. Donc voilà le petit jardin régulier qui permet d'accéder, en tout cas qui marque l'entrée du pavillon Singer, qui est dans le prolongement de l'ancienne allée de Preuilly, qui est ici devant la façade du pavillon Singer. Dans le jardin fleuriste qui est ici, un bassin au centre de l'espace. Le bassin était entouré d'un pavage régulier et désormais ce sont des pas japonais, donc un peu plus légers. Et vous remarquez également la permanence, la présence des bancs. Ça, c'est toujours le même modèle de banc d'ailleurs qu'on va retrouver à plusieurs endroits du parc et des jardins. Et c'est exactement le même modèle de banc qui a été reproduit à peu près une quinzaine d'années. Et ces bancs qui sont aussi importants, qui permettent d'abord de s'arrêter, de faire une station agréable à certains endroits, aux endroits les plus remarquables, les plus agréables du parc et des jardins, dont Christine Toulier, dans son PowerPoint, a vraiment vanté les mérites et rappelé que c'était absolument indispensable que les jardins soient animés par un certain nombre d'accessoires un peu secondaires. À l'ouest, le jardin fleuriste de Madame Hersan a été aménagé dans cet espace intermédiaire qui précède le potager ornemental. Voilà une autre vue du bassin dont le jet d'eau ne fonctionne plus malheureusement. La ville a essayé de retrouver un peu l'esprit, pas forcément exactement les mêmes variétés fleuries, mais en tout cas c'est un fleurissement qui est simple et léger. Donc voilà le projet
pour le jardin de Madame Hersan. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement où allait son goût. Les carrés, le bassin n'est pas représenté. Les carrés sont bordés de massifs de lavande, vous voyez, tout autour, de chaque côté, sauf l'allée du milieu, et on a une succession de dahlias, de couleurs différentes, comme on va le voir tout à l'heure, des anémones, des giroflées, des tulipes, un très grand nombre de tulipes. Et on voit d'ailleurs que finalement, chaque carré a un peu sa spécialité, et ici, évidemment, un carré de fleurs à couper, avec aussi l'établissement de serres et de châssis. Là, on voit une commande de Madame Hersan effectuée auprès des ateliers Van Maris et compagnie en janvier 1929. Van Maris était une pépinière hollandaise très importante qui s'était spécialisée à cette époque-là dans la vente, évidemment, des tulipes, mais également d'autres variétés. Et quand on regarde un petit peu le détail des couleurs demandées par Madame Hersan, c'est tout à fait intéressant pour l'histoire du goût, puisqu'on a beaucoup de couleurs qui seraient peut-être moins à la mode maintenant, peut-être moins appréciées, comme le rose saumoné, un rosé teinté de lilas, un orange saumoné, un mauve lilacé, rouge cerise, des dahlias multiflora, des dahlias à collerette. Donc, de nombreuses plantations et replantations ont été réalisées dans le parc à partir de 1929 à l'initiative, évidemment, de Georges Hersan. Et on peut voir justement sur ce bon de commande qui est adressé à M. Saulquin. Saulquin, c'est un pépiniériste du Blanc qui existe toujours d'ailleurs. La maison Saulquin est toujours en activité. Et on voit donc un assez grand nombre, peut-être pour compléter ou pour renforcer les bosquets mis en place du temps des beaux-parents, c'est-à-dire des Lusarches par les Buller, avec un assez grand nombre de sapins de Nordmann, 10 ici, 10 là, des sapinettes, c'est-à-dire encore à nouveau des genévriers, des pins sylvestres, des ormes, des bouleaux, des lauriers, des noyers et des pommiers. Donc au total, quand même, un nombre assez important d'arbres qui sont replantés en 1929. Et puis, il va y avoir probablement, il y a eu un très grand nombre d'arbres qui sont morts pour des raisons qu'on n'a pas pu déterminer. Ces arbres avaient été, un grand nombre d'arbres avaient été commandés à la maison L'Écolier, qui était une grande pépinière de la Selle-Saint-Cloud. Beaucoup de ces arbres meurent en 1930. Et donc, il y a tout un ensemble de correspondances échangées entre le régisseur, M. Dubois, et les établissements L'Écolier, avec la liste des arbres morts qui sont dressés, donc un orme horizontalis. Bon, en plus, on voit effectivement le goût pour un arbre un peu particulier, un orme pleureur, un orme panaché, 3 grands mélèzes, 2 petits mélèzes, 30 cèdres du Liban. Donc ça, évidemment, c'est très mystérieux. Des acacias, des bouleaux, des peupliers, des cèdres aussi glauca, et des cédrus et 3 cédrus deodara, dont un apparemment qui a survécu. L'Écolier donne le tarif de 6 310 francs en 1930 pour les remplacer à l'identique. Le problème, c'est que un an après, en 1931, les mêmes arbres meurent également. Et donc, évidemment, l'Écolier se pose des questions. Il se demande vraiment pourquoi un nombre aussi important d'arbres sont morts. Il va demander si les plantations ont été faites dans les règles, s'il n'y a pas eu trop d'eau ou pas assez d'eau, ou si le terrain a été adapté. Et donc, voilà, ça, ce sont des exemples des courriers échangés entre le régisseur et Paul L'Écolier, donc ces pépinières de la Selle-Saint-Cloud. Et puis, en fin de compte, l'affaire continue en juillet 1931 avec le courrier de constat sur la mortalité des arbres à la suite de la visite de Paul L'Écolier, qui est venu sur place pour essayer de comprendre un peu ce qui avait pu se passer. Donc, puisqu'il se demande si l'état du sol au moment de la plantation, dans quel état il était, s'il y a eu à un moment donné exagération de sécheresse ou un trop-plein d'humidité, si les soins d'entretien ont été donnés suffisamment et si les plantes étaient en bonne condition lors de leur arrivée. Et dans un autre courrier, l'Écolier précise évidemment que les plantes, au moment de leur départ, et notamment, on apprend que certains cèdres ont été livrés en bac, étaient évidemment, d'autres à racines nues, d'autres étaient évidemment parfaitement conditionnés et tout à fait en bon état. Et puis, le 8 septembre 1931, il y a une nouvelle commande aux pépinières L'Écolier, qui veut évidemment donner satisfaction à Georges Hersan. Et en note, en post-scriptum, il précise « Si votre vin est bon cette année, pourriez-vous m'en réserver une barrique ?» Et c'est comme ça qu'on, évidemment, se confirme
l'activité aussi viticole du domaine d'Azé. On connaît par ailleurs, parce qu'il y a d'autres témoignages évidemment qui en font état, mais là ce qui est amusant, c'est de voir qu'ensuite, là, en septembre 1931, quand l'écolier prend acte d'une nouvelle commande, il met « Je vous remercie », donc il dit à M. Dubois « Je vous remercie pour le vin que vous voulez bien me réserver ». Cas, dans les années 33-35, Georges Hersan va également s'attacher à compléter le système hydraulique qui existait déjà, qui était noté sur les plans du XVIIIe siècle, et notamment il va réaménager le buffet d'eau qui se trouve en lisière au fond du parc du côté sud, vraiment à l'extrémité de la grande perspective, du grand axe qui est ici. Donc voilà, ce buffet d'eau tel qu'il existait à l'époque de Georges Hersan. Vous remarquez évidemment les bancs qui permettent de se rafraîchir et de goûter le côté paisible de ces endroits plein de charme. L'eau descendait du bassin qui est ici. Je vous rappelle que c'est un très grand bassin qui fait environ 1300 mètres carrés. L'eau était apportée dans le bassin par une rigole qui traversait, une rigole maçonnée en ciment qui traversait tout le parc, et l'eau, le trop-plein du bassin, tombait dans un escalier d'eau qui formait une cascade qui tombait dans un système de vasques. Il y avait un dispositif de 2 vasques superposés qui venait alimenter ce petit bassin. Voilà l'état du buffet d'eau aujourd'hui. Malheureusement, tout ce parement en pierre scellée par un enduit rose qui était extrêmement élégant et très décoratif et qui marque en même temps tout à fait le goût de ces années 30. Heureusement, tout ceci est assez dégradé et n'est plus alimenté en eau. Les taupières également, beaucoup trop grandies, et tout ça écrase un peu justement ce dispositif qui était élégant et léger. Au moment de la guerre, le domaine va devenir agricole. Et vous voyez ici donc une photo aérienne qui a été prise à ce moment-là où l'on voit parfaitement les parcelles qui ont été labourées, ensemencées. Alors, il y a plusieurs courriers qui ne sont pas forcément toujours datés, à la fois des courriers mais des circulaires aussi du gouvernement de Vichy, donc des échanges de correspondance. Le gouvernement de Vichy ayant eu à cœur de faire planter, de faire semer et d'exploiter certaines propriétés afin de donner des grains et des récoltes utiles pour soit les habitants des propriétés, soit pour la population locale. C'est la même correspondance qui se poursuit, et là il ne s'agit plus de culture de soja, mais de culture du blé en jardin familial, et puisque ces directives ont été formulées à la suite de la 2e foire agricole de Grasse, en octobre 1942. Alors là, on arrive en 1946 avec la procédure de protection d'Azé, qui va durer près de 4 ans. En 1946, en décembre 1946, le parc et le château bénéficient déjà d'une première protection. Ils sont inscrits au titre des monuments historiques. Et là, c'est un premier courrier de Michel Rangeard, qui était à cette époque architecte en chef des monuments historiques, pour la demande de classement du site d'Azé-le-Ferron. En mars 1948, donc là on était en 1946, et il justifie évidemment l'intérêt de classer le château par son intérêt historique et architectural. En mars 1948, c'est l'instruction de la demande de classement. En janvier 1949 et en juin 1949, donc c'est l'avancement de la procédure avec les différentes correspondances échangées entre l'architecte en chef, la préfecture, le ministère, etc. Et ici, un courrier de Georges Hersan qui signifie en septembre 1949 au maire d'Azé-le-Ferron qu'il est tout à fait d'accord pour accepter le classement. C'est probablement lui d'ailleurs qui en avait fait la demande. Le préfet de l'Indre, en octobre 1949, donc peu de temps après, 1 mois après, signifie au ministre de l'Éducation nationale l'accord de Georges Hersan pour que sa propriété bénéficie du classement. Et ici, il s'agit de l'arrêté donc de classement du château et du parc le 25 janvier 1950. Malheureusement, Georges Hersan décède 1 mois après. Il n'aura pas bénéficié, profité longtemps des mesures de classement. Enfin bon, ce sont des choses qui sont entérinées. Donc il décède, il meurt le 21 février 1950 et son épouse, Marthe Hersan, meurt en 1951 à Fedala au Maroc, où les Hersan avaient des domaines relativement importants. Marthe Hersan lègue le domaine à la ville de Tours après énormément de discussions. Son frère Roger Luzard d'Azé
qui est mort en 1962, va léguer également à la ville de Tours, sous réserve d'usufruit, la forêt de Preuilly, sous réserve d'usufruit parce qu'il s'est réservé la possibilité d'y chasser à tir jusqu'à son décès. Donc la forêt de Preuilly qui a fait partie du domaine d'Azay-le-Ferron au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc cette forêt de Preuilly qui a une contenance de 332 hectares. Marguerite Lebaudy, leur sœur, lègue en 1958 le domaine de la Haute-Touche, 500 hectares, au Muséum national d'histoire naturelle, qui va le transformer en parc animalier et un centre de reproduction pour les animaux du parc zoologique de Paris et de l'aménagerie du Jardin des Plantes. Et le parc de la Haute-Touche est situé à quelques kilomètres d'Azay-le-Ferron, donc c'est un ensemble qui est évidemment gardé presque intact. La ville de Tours devient donc propriétaire du domaine en 1951 avec l'obligation de la conservation et de l'ouverture au public, puisque notamment le château recèle des collections extrêmement importantes de mobilier, objets d'art et peintures très connus. Vous avez ici à gauche l'état du jardin fleuriste de Madame Hersan en 1950, au moment où la ville de Tours va en prendre possession. Et à droite, une photo expliquant qu'à partir de 1998, le jardin fleuriste va être réaménagé par le paysagiste de la ville de Tours. Il y a également un jardin de senteurs qui va être implanté du côté de l'orangerie. En 2001, il y a un conservatoire de la vigne présentant une quarantaine de variétés de vignes de table qui est planté le long du mur nord du potager, c'est-à-dire le long de ce mur ici. CPIE, c'est le Centre permanent d'initiation à l'environnement, qui est affectataire des communs, va faire mettre en place un potager en 2004. Cette fois-ci, le travail se fait en collaboration avec le CPIE et la ville de Tours. Et il y a un jardin de senteurs un peu plus grand, qui a des fins pédagogiques évidemment, et un potager conservatoire et un potager expérimental dont la conception est faite par le Centre permanent d'initiation à l'environnement. C'est ce que vous voyez ici. En 2006, une roseraie également va être établie dans ce même potager, à l'initiative du PNR, du Parc naturel régional de la Brenne, qui s'investit beaucoup aussi dans la gestion touristique du domaine d'Azay, en collaboration avec le paysagiste de la ville de Tours qui a dessiné les parterres. Les roses, les variétés de roses proviennent de la collection de l'Ailé Rose et vous avez ici justement tout le détail des différentes variétés qui ont été mises en place avec les couleurs. Le verger au fond du parc, au sud, la partie sud-est de l'extrémité de la perspective, il y avait un grand espace, un ancien verger qui était tombé peu à peu en désuétude et dont les arbres étaient moribonds. Donc, un nouveau conservatoire a été mis en place en 1996 avec l'aide de l'Université François Rabelais de Tours, qui était également affectataire d'une partie des communs à cette époque. Le verger conservatoire, différents arbres fruitiers ont été choisis en accord avec l'association des croqueurs de pommes d'Indre-et-Loire. Donc vous avez sur le côté ici la liste des pommiers, poiriers, pruniers, noisetiers, alisiers également qui ont été mis en place dans ce verger conservatoire. Deux très belles vues avec l'ambiance d'Azay sous la neige, le jardin de taupières sous la neige qui fait évidemment ressortir le côté très graphique de la mise en place de ces formes étonnantes. Et pour terminer, donc une dernière vue sur le jardin de broderie avec la mention de l'attribution du label Jardin remarquable depuis 2010. Voilà donc une dernière vue, très belle vue au soleil couchant du château d'Azay avec le parterre de broderie et on voit bien donc la façon dont le bourg enserre le château avec l'église paroissiale Saint-Nazaire en arrière sur le côté nord. Merci Véronique, merci à vous tous d'avoir suivi ces 2 épisodes. Je dois vous avouer que c'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que nous avons monté ces 2 web modules, Véronique et moi, qui ont été l'occasion de très longues discussions et de nouvelles découvertes. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir le site d'Azay-le-Ferron qui est situé à 70 km au sud-est de Tours, dans la vallée de la Brenne.
et à très bientôt pour un nouveau web module patrimonial.